Bonjour, c'est Sandrine et Lia du podcast Femmes en Affaires, le podcast qui donne la parole à des leaders féminines inspirantes. Le mois dernier, on s'est entretenu avec les deux sœurs de la Maison Lavande et on a tellement aimé la dynamique à quatre qu'on a voulu répéter l'expérience. Ce mois-ci, on reçoit donc les cofondatrices de la marque de chaussures montréalaise Maguire, Myriam et Romy Belize-Maguire. L'entreprise a été fondée en 2016 avec l'objectif de rendre les chaussures de qualité accessibles à un prix juste. Les sœurs Maguire sont aussi reconnues pour leurs designs colorés et originaux, puis pour leurs bottes d'hiver tendance, mais qui résistent à notre hiver canadien. Maguire se démarque aussi pour leur production éthique parce que leurs chaussures sont fabriquées dans des manufactures à échelle humaine, puis ils ont également une politique de transparence totale des prix. On vous laisse donc écouter l'épisode pour en apprendre davantage sur l'entreprise et ses fondatrices, puis on espère que vous allez apprécier. Bonne écoute! Bonjour à vous deux, merci d'accepter de nous rencontrer. Donc on voulait un peu d'abord discuter de votre parcours respectif avant de se plonger dans le sujet. Est-ce que vous voulez chacune à votre tour nous raconter un peu votre parcours et comment vous êtes arrivée à Maguire? Je peux peut-être commencer parce que c'est moi qui ai commencé l'entreprise, puis après ça, Romy, ma sœur, s'est joint à moi. Fait que moi, c'est Myriam Maguire. Puis avant, j'étais designer de chaussures. J'ai toujours voulu être designer de chaussures. Donc, j'ai étudié en design industriel à l'Université de Montréal parce que je savais qu'il y avait des designers de chaussures qui venaient du domaine du design industriel. Puis on n'avait pas vraiment d'école spécifique dans le design de chaussures ici au Canada. Puis même aux États-Unis, il n'y en a pas vraiment. Fait que c'est surtout en Angleterre ou en Italie. Puis c'est ça. Fait que là, je me disais, OK, c'est vraiment là-dedans que je vais étudier. Puis je voulais aller étudier en Angleterre dans une école qui s'appelle Corn Runners. Puis mes parents me disaient, on va pas hypothéquer la maison pour que tu ailles faire un bac de 3 ans à Londres. Fait que là, c'est pour ça que j'ai étudié à Montréal. Puis à la fin de mes études, il y avait sorti un programme de 1 an qui était vraiment moins cher. Fait que j'ai fait ce programme-là pendant 1 an où je faisais des chaussures à la main. Fait que j'ai habité là-bas pendant 1 an. Puis quand je suis revenue, j'ai commencé à travailler au groupe Aldo. Fait que j'ai fait ça pendant 6 ans. Puis là-bas, j'ai fait un peu de tout. J'ai travaillé pour Little Burgundy, qui était comme une nouvelle chaîne quand j'ai commencé. J'avais l'occasion de négocier les prix, puis faire tout le processus. Puis j'adorais de pouvoir faire du design à presque la mise en marché du produit parce que c'était une petite équipe. Fait que j'ai fait ça. Après ça, j'ai fait Aldo, où j'ai fait du sourcing de matériaux. Fait que j'allais dans des shows de matériaux, puis j'allais faire regarder les cuirs, les tissus pour tout le groupe Aldo, pour après ça que les designers utilisent les cuirs que j'avais trouvés. Puis je designais aussi un peu en même temps. Puis après, j'ai fait juste du design. Puis après ça, j'ai fait le département aussi de vente en gros, où on designait des produits pour d'autres entreprises. Fait que j'ai travaillé avec des immenses entreprises avec comme des 200 000 paires. Puis là, c'était rendu vraiment gros. Puis c'était beaucoup de travail aussi, beaucoup d'heures. Fait que là, je me suis dit, OK, tant qu'à passer autant d'heures, autant aussi bien lancer mon propre projet. Puis en visitant les usines, j'étais comme, ça coûte combien, disons, à produire? Puis là, je voyais une marque, haut de gamme dans une usine. Puis là, ils me disaient, ça, c'est 20 $ US. Puis après ça, j'arrivais à l'aéroport, au magasin que la marque haut de gamme avait à l'aéroport. Puis là, c'était 450 US. Fait que là, je me disais, il doit y avoir une manière de faire des chaussures haut de gamme, puis de payer, un prix que moi, je trouvais raisonnable. C'était en, disons, 180 et 250. C'était pas mal ça, mon budget, pour avoir une chaussure de qualité en cuir faite en Europe. Fait que là, je me disais, avec les coûts de production, c'est certain qu'on peut l'offrir. Puis la manière de l'offrir, c'est en faisant pas de vente en gros, puis en faisant juste de la vente directe. Fait que c'est comme ça que j'ai décidé de laisser mon emploi qui était super bien payé, puis que je voyageais partout dans le monde, puis j'avais des bonnes conditions. Puis là, ma famille était comme, mais là, qu'est-ce que tu fais là, lâcher ta job, puis recommencer à zéro. Fait que c'est ça, j'ai commencé le projet. Fait que j'ai commencé à chercher mes usines, parce que je ne pouvais pas utiliser les mêmes usines parce que nos quantités étaient plus petites. Aussi, on voulait produire plus en Europe, des plus petites quantités, fait qu'il faut que tu trouves d'autres partenaires. Puis Romy m'aidait des soirs et les week-ends à travailler à temps plein, puis là, elle essayait de m'aider. Puis moi, en commençant, j'avais une job 3 jours semaine. Je designais des chaussures pour une autre compagnie.
Fait que je faisais ça 3 jours semaine. Des fois, j'allais en Chine pour eux, puis je faisais mon projet en même temps. Puis quand on a ouvert la petite boutique, c'est là que Romy a commencé à plus s'impliquer. Ben oui, ben c'est ça. Puis tu sais, moi, de l'autre côté, j'avais une sœur qui rêvait de faire des chaussures depuis qu'elle était petite. Puis moi, quand il a fallu que je choisisse ma carrière, ben c'était comme l'opposé. J'avais aucune idée ce que je voulais faire. Tu sais, en fait, j'avais le goût de faire tout, là. Tu sais, j'ai exploré tous les domaines. Puis mes parents étaient de l'autre côté un peu désespérés de se dire « Mais qu'est-ce que tu vas faire? » Puis j'ai fini en communication, qui est le parcours de bien des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Puis j'ai vraiment juste saisi toutes les opportunités qui s'offraient à moi. Donc, je me suis retrouvée en cinéma. J'ai fait de la communication, du marketing, des partenariats, de la gestion d'événements. Fait que j'ai touché un petit peu à tout. Ensuite, j'ai fait plus du côté de la publicité, dans l'industrie de la pub, de la communication créative. Puis c'est là où j'ai commencé à apprendre un peu plus sur le côté entrepreneurial, les entreprises. Je côtoyais beaucoup de présidents d'agences qui étaient des entrepreneurs, puis je les voyais aller. Puis, en fond, je suis une touche à tout, puis être entrepreneur, c'est toucher à tout. Fait que quand Myriam a commencé ce projet-là, comme consommateur, je me sentais vraiment interpellée. C'était comme un monde qui s'ouvrait, tu sais, la vérité s'ouvrait à moi. Elle m'expliquait des choses sur les procédures, la façon de faire des chaussures, mais aussi le modèle d'affaires traditionnel du commerce de détail. Puis, comme consommatrice, là, j'étais sous le choc d'en savoir plus. Je me disais, mais ça n'a pas de bon sens, tu sais. Fait que ça m'a vraiment touchée de ce côté-là. Puis ensuite, j'ai juste vu que j'étais comme complémentaire à elle. C'est-à-dire, toutes les choses qui étaient comme, comment qu'on fait ça, ben moi, je me sentais pertinente. J'étais comme, ben moi, je le sais, je vais le faire, tu sais. Puis, même chose de son côté, tout ce qui est design de produits, mode, moi, c'était un nouveau monde, mais je la sentais les 2 mains sur le volant puis en plein contrôle. Fait que j'étais comme, parfait, je te suis, tu sais. Fait que c'est comme ça qu'on... Tu sais, au début, une entreprise, là, c'est faire des... Tu sais, j'étais là pour faire des boîtes, travailler dans la boutique. Tu sais, on se séparait, on travaillait les 2 temps plein. Juste toutes les 2? Ouais, au début, on était ouverts 5 jours sur 7. Puis Myriam faisait le jour, puis moi, je faisais les soirs et week-ends. Fait que, tu sais, je finissais mon travail de lundi au vendredi. Je prenais l'autobus sur Saint-Laurent, je débarquais dans une petite boutique, puis je commençais mon chiffre en boutique. Wow. Avec 2 emplois en même temps, les 2. Ouais. Wow, okay. Fait que ça, c'était vraiment drôle. Tu sais, je quittais mes collègues, tu sais, qui étaient tout au courant du projet, puis j'étais comme, je m'en vais travailler. Puis là, ils étaient comme... Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, mais go, tu sais, vas-y, t'es bonne. Puis le week-end, même chose, elle faisait un samedi, je faisais le dimanche. Fait qu'on a eu cette double vie-là, mais tu sais, au début de l'entrepreneuriat, c'est des bras, tu sais. C'est une job de bras, tu sais, on se regardait, on est comme... Fait que ce week-end, on monte des meubles, ce week-end, on défait des boîtes. C'est physique, là, cette job-là. Fait que ça a un peu commencé comme ça. Mais pourquoi vous vouliez une boutique au début si vous auriez peut-être pu comme juste faire du commerce en ligne vu que c'est vraiment de plus en plus populaire, tandis qu'une boutique, il y a quand même des frais fixes là, associés à ça? Oui, bien au début, en fait, pas que c'était... La vision était qu'on était une marque en ligne. Donc, on a fait notre site web, on a travaillé sur notre brand, tout ça. Puis le jour où on a ouvert la boutique, on l'a mis en ligne. Ce qui se passe, c'est absolument rien. Ou la sœur de ton ami achète. Nos amis, tu sais, bon, ton réseau, mais en tant que tel, il se passe absolument rien avec ton site web. Tu as besoin de plus, tu sais, tu as besoin de toute une stratégie, oui, d'un marketing, mais aussi de vente. Fait que à la base, la vision, c'était juste en ligne, mais rapidement, on s'est rendu compte que les gens nous demandaient, tu sais, comme on voyait que ça ralentissait l'achat. Tu sais, les gens étaient comme où je peux essayer. C'est vrai que des chaussures, il y a cet aspect-là. Puis tu sais, on est en train de défaire ça aussi, puis de trouver des méthodes d'acheter en ligne, mais à la base, quand on a commencé, là, il y avait comme un besoin de crédibilité aussi, parce que tu sais, il y a beaucoup de boutiques en ligne, puis les gens... c'est difficile de s'y retrouver. Tu sais, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je vais vraiment recevoir ma commande? Tu sais, quand tu commences puis t'as pas de notoriété, t'as pas de crédibilité. Surtout des produits plus high-end un peu. Ouais, puis tu sais, on a un prix quand même. Tu sais, tu donnes pas ça à n'importe qui là, sur ta carte de crédit. Fait que ça amenait une crédibilité à l'entreprise, la boutique. Ouais, puis au départ, on n'avait pas les photos puis le site web qu'on a aujourd'hui. Fait que c'est certain que, tu sais, ton site web, tu l'as fait sur Shopify en 2 heures. T'as fait un petit mini photoshoot comme tu pouvais, puis là, tu pars avec tes 2 produits. Mais c'est aussi, je pense que ce qui nous a motivés à ouvrir la boutique, c'est quand Romy a passé... Moi, je devais aller visiter les usines en Europe, puis je pense que Romy est en vacances. Ce qui arrive, c'est qu'elle est en Europe, puis moi, je suis en train de vendre des patentes dans des kiosques, tu sais, pendant une semaine dans un container à vendre des choses sur le bord du chemin. Fait que Romy, elle a passé une semaine dans un container au Festival Mural.
Mais, tu sais, c'est un super, super là. festival, mais c'est juste du travail, là. Tu sais, c'est parfait. Disons que tu as des t-shirts imprimés que tu peux vendre rapidement, puis que, tu sais, ils sont 30-40 $, ça va super bien. Mais quand tu as une paire de souliers à 200 $, Ça fait aucun sens. c'est de puis faire que là, essayer ton ça. client, il essaie ça dans un container comme peu éclairé. Fait que Romy, elle a passé, je pense, 9 jours. Je pense que c'était tes vacances. Fait que là, après ça, dans le fond, moi, je suis revenue, puis là, elle m'a conté sa semaine pas facile, là, son 9 jours pas facile. Puis là, j'ai vu en même temps, sur une publicité Facebook, que Voskin, qui est une entreprise de lunettes sur Saint-Laurent, louait une partie de son local. Fait que là, j'ai vu ça, puis là, j'ai appelé, c'était pas trop cher. Puis lui, le propriétaire de Voskin, Anton, il a fait ça pour, comme, aider une entreprise locale, si on veut, puis donner de la visibilité. Fait qu'ils ont quand même une base de clients qui venaient à chaque jour. Fait que c'est sûr qu'on avait au moins 6-7 rendez-vous. Puis dans cette lunetterie-là, en plus, il y avait des célébrités locales qui venaient faire leurs lunettes. Il y avait plein de gens. Fait que ça allait exposer notre marque à plein de clients. Fait qu'ils nous ont vraiment aidés. Tu sais, Voskin nous a vraiment aidés comme à démarrer. Puis en année, il y avait juste trop de monde dans la petite mini-boutique. Puis on est marché sur Saint-Laurent juste à côté, puis on a vu l'espace ici. Fait que là, j'ai fait, OK, on va prendre ça, puis on va le diviser, puis on va faire une boutique à l'avant, des bureaux à l'arrière. Fait qu'on s'est lancé tout de suite. Fait que, tu sais, on s'est incorporé en 2017. En 2018, on a fait la mini-boutique. Puis en 2019, je pense que c'est au moment qu'on a commencé le gros local que Romy a lâché son emploi. Fait que Romy, je pense qu'elle a fait quand même presque 2 ans. Une bonne année et demie. Ouais. Merci à tous mes anciens collègues et patrons qui m'appuyaient quand même là-dedans, là, parce que c'était quand même intense, là. Mais tu sais, la boutique, ça nous a juste permis d'avoir un espèce de laboratoire dans lequel on est passé une année directement avec les clientes. Ouais, c'est ça. À recevoir le feedback et aussi à le vivre. À vivre, c'est quoi une boutique de chaussures? Parce que on n'avait ni l'une ni l'autre travaillé dans une boutique de chaussures, tu sais, jamais. Puis on a vécu une année à se dire « Hey, c'est pas super le fun pour le client. » Tu sais, je trouvais pas que l'expérience d'essayage d'une chaussure, là, de ce que j'offrais à mes clientes qui venaient, je trouvais pas ça le fun pour elles. Puis moi, du côté employé, c'était pas agréable non plus, tu sais. Quand on pense à une boutique, une expérience de boutique de chaussures, là, tu sais, on veut essayer une paire, puis là, la personne, elle va dans le backstore, elle revient. Finalement, j'étais peut-être l'autre, là, elle repart. Là, des fois, elle revient 10 minutes, des fois, elle est occupée, là, t'attends, là, tu te sens mal. Puis là, plus elle arrive avec les 30 boîtes, finalement, il n'y a rien qui fait, tu pars, tu te sens mal. La fille est à commission, elle a perdu du temps, là, elle est comme fru contre toi, tu sais. Ouais. On s'est comme rendu compte de tout ça. Puis de l'autre côté, pour la compagnie, c'est qu'on perdait des chaussures. Chaque fois qu'on essaie une chaussure, ça use la chaussure. Puis ce que ça faisait, c'est qu'on ne pouvait pas l'envoyer en ligne. Donc, il y avait ce désir-là de rendre l'essayage agréable, facile, rapide, mais aussi en brisant le moins de chaussures possible. Fait que c'est là qu'on en est venu à réfléchir à notre nouvelle boutique, qu'est-ce qu'on voudrait offrir comme expérience, sortir du traditionnel, tu sais, mur de souliers à hommes, femmes, droite, gauche. On voulait quelque chose de plus inspirant, qui allait être justement plus haut de gamme. Donc maintenant, dans nos boutiques, on a des grands garde-robes avec tous les styles, dans toutes les pointures. Donc, on a dans le garde-robe genre 36 à 41. Donc, quand vous venez, vous asseyez sur le divan, puis vous pouvez en essayer 20. Puis quand vous partez, on les range en 2 minutes. Puis il n'y a pas de commission chez nous parce qu'on veut justement que les gens se sentent à l'aise de venir essayer. Puis aussi, c'est que la vision, c'est que c'est en ligne puis en boutique, c'est une chose. Les deux s'alimentent. Les deux ne sont pas en compétition. Dans le traditionnel, la boutique physique puis en ligne va être en compétition. Mais nous, c'est un endroit. Fait que c'est un peu ça. On voulait innover, puis on a commencé avec un côté traditionnel, mais on en a fait une nouvelle version, une version hybride du magasinage en ligne et en boutique. Parce qu'on a vu que vous avez dit, comme je pense dans une autre entrevue, que justement l'industrie de la chaussure n'avait pas changé depuis plusieurs années. Fait que est-ce que vous diriez que vous êtes des précurseurs là-dedans? Est-ce que vous êtes inspiré de boutiques en Europe, par exemple, que vous avez vu qui faisaient ça? Ce qu'on remarquait, c'est qu'il y a beaucoup d'industries, d'autres industries qui avaient été un petit peu challengées par des joueurs en ligne. Si on pense à l'industrie des lunettes, le maquillage, il y avait beaucoup de joueurs en ligne qui revoyaient les règles de l'industrie, puis qui venaient un petit peu déranger les autres. Puis ce que ça fait, c'est que ça force tout le monde à juste devenir meilleur. On le voit, là, quand une industrie a un joueur qui arrive, les autres sont ébranlés, puis deviennent meilleurs, tu sais. Mais dans la chaussure, il y a comme personne dans les dernières années qui est venu
faire ça. Fait que oui, c'est quelque chose qu'on essaie de faire. Oui, comme on essaie d'avoir cet impact-là, mais on le fait aussi pour nous parce qu'on a le goût de faire une belle entreprise québécoise avec des bons emplois en mode, puis de montrer aussi, tu sais, que tu peux avoir des bons produits puis être profitable. Tu sais, que toute sa chaîne d'approvisionnement soit heureuse, les manufactures, les employés, nous-mêmes comme gestionnaires, tu sais, le but, c'est d'être profitable un jour. Ben oui. Puis que le client en ait pour son argent, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus de travail, tu sais, c'est plus difficile. Mais on voit, là, on commence à voir que notre patience puis notre travail commence à porter fruit. Tu sais. Puis, tu sais, là, vous parlez d'entrepreneuriat féminin puis de, tu sais, représentation. Puis pendant un an, là, quand je travaillais encore chez Aldo, j'écoutais des podcasts toute la journée d'entrepreneuriat, puis j'écoutais souvent des femmes entrepreneurs. Fait que là, à l'époque, t'avais Emily Weiss de Glossier qui commençait. Puis là, j'étais là, OK, elle a fait ça, direct to consumer, mais avec du maquillage. Puis là, j'étais comme, OK, c'est inspirant. Puis c'est sûr qu'elle est allée chercher beaucoup de financement puis beaucoup d'argent. Puis là, j'étais comme, OK, c'est-tu de même qu'il faut faire ça? T'sais, faut-tu que j'aille faire pitcher mon projet à des investisseurs puis qu'on aille 3 millions, puis là, on part le projet? Parce que c'est un peu ça qui s'est passé avec Glossier. Puis après ça, il y avait aussi Sophie Boulanger de Bon Look que je regardais, qui faisait un peu... C'est un peu genre comme Warby Parker, mais la version québécoise. Puis là, c'est devenu même la version canadienne, tu sais. Puis là, je la regardais, puis je disais, OK, tu sais, elle a à peu près mon âge, puis c'est une fille. Fait que c'est sûr qu'en voyant d'autres filles le faire, puis j'écoutais plein de podcasts où ils parlaient que les femmes, tu sais, du point de vue produit de consommation, souvent, ils ont des bons insights, puis ils vont venir comme trouver des solutions aux problèmes des autres femmes, dans le fond, parce qu'ils les comprennent bien. Puis ça, je l'ai vu dans l'industrie de la chaussure, parce que souvent, tu sais, quand tu vas dans une foire de chaussures, là, c'est tous des messieurs italiens de 50 ans, en complet bleu. Ça, c'est, mettons, quand tu vas voir des tissus pour choisir. Ça, c'est quand tu vas voir des tissus puis des cuirs. Okay. Et quand tu vas voir, il y a des shows de souliers où toutes les usines sont là. C'est aussi ceux qui fabriquent les chaussures qu'on porte. Puis fait que, je confirme, là, moi, j'ai été sous le choc la première fois que je suis allée, j'en revenais pas. Toutes les usines, c'est toutes des hommes. Puis comme juste l'autre jour, j'ai rencontré 3 des patronistes de notre usine au Portugal, puis c'était 3 messieurs de plus de 50 ans. C'est super bon pour faire des patrons, mais il reste que, tu sais, la dernière tendance que les filles veulent, c'est peut-être pas ça qui... tu sais, ils comprennent pas nécessairement. Fait que, tu sais, c'est là que ton apport est important, parce que là, tu leur expliques, puis tu leur dis, non, mais, tu sais, quand c'est, je sais pas, moi, quand c'est trop élevé comme ça, la cheville rentre pas, si t'as une cheville plus large, ça marche pas. Tu sais, comme, ils pensent pas à tous ces détails-là. Ou, tu sais, le talon qui est trop élevé, tu sais. Mais souvent, les gens qui vont faire ces talons-là vont être des hommes qui les portent pas. Fait que c'est souvent, tu sais, quand tu regardes les designers de chaussures, tu sais, t'as Louboutin, c'est un homme, Jimmy Choo, c'est un homme. Tu sais, tous les designers qu'on pense, c'est tous des hommes. Puis en plus, tous leurs techniciens dans l'usine vont être des hommes. Fait que les filles sont souvent comme... Tu sais, il y a quelques compagnies qui ont des femmes qui sont impliquées. Il y en a de plus en plus, puis souvent, les manufactures avec lesquelles on travaille, c'est un peu ça qui se passe. Il va y avoir des plus jeunes femmes qui vont s'inclure dans l'équipe. Puis on voit une différence, tu sais. Mais tu sais, une blague, on reçoit des échantillons, puis avec la COVID, on n'a pas pu aller dans les manufactures. Fait que les échantillons se faisaient à distance, puis une des blagues, c'était comme, est-ce que quelqu'un l'a essayé, tu sais, cet échantillon-là? On le mettait dans notre pied, ça rentre pas, ça... Puis là, Myriam était comme, ben non! C'est ça, il y a personne qui l'a essayé à la manufacture, parce que c'était peut-être 3 messieurs qui étaient comme, c'est beau. Fait que ça, moi, ça m'a toujours fait rire, là, genre, j'en reviens pas. Mais c'est peut-être aussi que, tu sais, de génération en génération, ceux qui sont propriétaires de ces grosses usines-là, c'est comme les gens, j'imagine, plus fortunés, puis ça doit être les hommes de la famille. Après, il y a aussi beaucoup... moi, je suis italienne, et je sais que, je me souviens, quand j'étais enfant, j'allais dans des cordonneries, ils faisaient nos sandales sur mesure, c'est toujours des messieurs, avec leurs enfants, ils avaient des apprentis, même quand c'était fait main, c'était toujours le jeune garçon et le papa. Toujours, je pense, j'ai jamais vu de femme c'est très traditionnel comme milieu en Italie, là, fait qu'il y a peut-être un peu de ça aussi. Puis, tu sais, il reste que c'est des usines aussi, fait que c'est... industriel, c'est manufacturier. Aussi, les employés, je te dirais que c'est 50-50. C'est souvent les hommes sur la ligne de montage, ceux qui accrochent les talons, qui font les trucs plus physiques, puis les femmes qui vont être à la couture, puis à la finition. Fait que souvent, c'est rare que tu vois comme des hommes à la finition ou des femmes sur la ligne de montage. Là, maintenant que j'y pense, j'en ai pas vu beaucoup. Puis, fait que c'est ça. C'est souvent des familles.
Puis c'est souvent les gars qui reprennent, mais des fois, il y a des filles qui vont comme réussir à se faire une place à travers la famille, parce qu'il faut aussi que ton père te donne... Ben oui, Fait que te c'est ça. donne l'accès. Te donne accès à ça. Je trouve ça le fun quand il y a des filles, parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de compréhension de ce que je vois, ce que je leur explique, mais aussi les usines, ça aide. Bien, c'est certain que nos usines en particulier, on les a choisies parce que c'était des fois des propriétaires hommes, mais qui sont super gentils avec nous, que je sens pas qu'ils nous traitent différemment, puis tu sais, qu'ils nous traitent super bien, parce que quand tu choisis ton usine, tu leur envoies beaucoup d'argent. Eux autres aussi, tu sais, mettent beaucoup d'argent en jeu pour toi. Fait qu'il faut qu'il y ait une super bonne relation, parce que quand il se passe des trucs comme la COVID, puis qu'eux doivent fermer pour 2 mois, si t'as pas une bonne relation, ça va mal se passer, là. Fait que, tu sais, tous nos fournisseurs qu'on a, c'est du monde qui sont super fins, qui nous respectent, qui nous encouragent, qui sont là pour... Ils nous donnent même des trucs, des fois, qu'ils ont vu avec d'autres clients. Tu sais, il est comme, OK, vous voulez ouvrir un magasin aux US, mais tel autre client a fait ça, puis ça a fonctionné pour lui. Fait que, tu sais, en même temps, c'est comme des coachs puis des mentors, tu sais, en plus d'être les propriétaires des usines. Fait qu'on sent beaucoup de support de la part de nos usines. Mais c'est ça, moi, je me demandais au début, comment vous avez fait pour juste trouver l'existence de cette usine-là. Là, j'imagine quand vous en avez trouvé beaucoup, vous pouvez faire un choix en parlant aux gens, mais le début, comment ça se passe? Ben il faut que tu ailles dans les shows de souliers. Okay. Ou sinon, il faut que tu connaisses quelqu'un qui connaît quelqu'un qui t'introduit. Mais tu sais, la première chose qu'on a investi, là, on n'avait pas grand-chose, mais on a investi dans une belle carte d'affaires. Puis tu sais, Myriam était là, il faut que ce soit un beau papier. Puis j'étais comme, à qui on va les donner, nos cartes d'affaires? Tu sais, on fait du B2C, là, on n'a pas besoin de carte d'affaires, là. Puis elle était comme, non, c'est pour les manufactures, tu sais, il faut que je leur donne une belle carte d'affaires pour avoir une crédibilité, puis qu'ils soient comme, OK, je vais regarder ton site web, puis je vais regarder ton Instagram, puis tu sais, je vais aller voir ce que tu fais. C'est sûr qu'à chaque fois qu'on y va, tu sais, des fois, je trouve une nouvelle usine qui pourrait peut-être être bien, puis là, je leur donne ma carte d'affaires, ils vont tout de suite voir mon Instagram, puis là, je sens que le ton change. Mais c'est sûr qu'au départ, j'avais pas ça, fait que ce que j'avais, c'était mon ancienne expérience, qui était quand même une expérience importante avec un gros joueur mondial qui est basé à Montréal. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a d'avoir des grandes entreprises au Québec, puis quand tu travailles pour ces grandes entreprises-là, après ça, ça te donne la crédibilité pour partir ton entreprise à l'international. Le milieu de la chaussure, là, c'est vraiment petit. Fait que, par exemple, si tu payes pas tes fournisseurs ou si t'es pas correct avec un ou avec l'autre, le mot se propage super rapidement. Parce que tout le monde veut avoir des bonnes références pour les entreprises. Fait qu'un brand qui n'a pas des bonnes références ou le mot circule qui ne paye pas ou qui sont difficiles, c'est pas bon pour ta réputation. Fait que c'est important de garder des bonnes relations avec tout le monde parce que les mêmes personnes, après ça, se replacent. Puis est-ce que c'est comme la chasse aux usines, vu que j'ai l'impression que de plus en plus de gens, des entrepreneurs veulent comme produire plus éthiquement dans les plus petites manufactures. Fait qu'est-ce que vous devez comme vraiment vous battre pour que les usines vous acceptent? Tu sais, l'usine, justement, accepte pas n'importe qui. Tu sais, disons qu'ils croient pas à ton projet, là, parce qu'il y en a des centaines, là, des projets, tu sais. Fait que si t'as pas beaucoup d'expérience, puis dans le milieu, puis t'as jamais travaillé dans la chaussure, ben là, ils sont comme, OK, tu connais rien. Fait que là, ils sont OK, un échantillon, c'est 1 000 $. Fait que tu payes le 1 000 $. Moi, un échantillon, c'est 60 $. Le prix qu'il a coûté Dieu, okay, ou rien. Si je l'achète après, ils ne me chargent pas pour l'échantillon. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est des commandes à chaque mois de manière, tu sais, qu'ils peuvent se dire... Maguire me donne toujours 200 000 ou toujours 500 000 à chaque année. Fait que j'ai ça dans mon budget. Parce que si tu fais juste essayer de starter un projet, ça marche pas et tu n'en vas plus jamais. Fait que s'ils pensent qu'ils vont pas te voir, ils vont dire « Ouais, c'est 1 000 $ l'échantillon. Okay. » Puis, tu sais, c'est vraiment la jungle, là. Fait que c'est là que, tu sais, il faut que tu trouves les bonnes personnes qui sont bienveillantes puis qui te feront pas des coups comme ça. Fait que c'est ça. C'est un métier qui s'apprend pas... Tu sais, en d'autres mots, si j'étais tout seule puis j'essayais de faire la même chose qu'elle essaie de faire, je serais pas capable, je me serais plantée, tu sais. Parce que c'est vraiment très, très technique. Puis je pense que ce que moi, je réalise en regardant, c'est qu'une chaussure, là, c'est... pour qu'elle soit confortable, ça se fait pas... comme ça, tu sais, ça prend une expertise. Il y a vraiment beaucoup de détails à faire une belle et bonne chaussure, là. Plusieurs éléments, plusieurs détails à considérer, pour une expérience. Puis, tu sais, quand on parle d'entrepreneuriat féminin, puis, tu sais, on entend souvent que
les femmes vont beaucoup plus étudier, tu sais, avant d'aller sur le marché du travail, ils vont étudier, ils vont comme se dire, j'ai besoin de faire ma maîtrise, puis peut-être un petit DESS, là, en quelque chose, là. Mais non, mais tu sais, puis, tu sais, moi, j'ai retardé, tu sais, mon entrée au marché du travail, parce que j'étais allée faire 1 an d'études, puis nous, dans le fond, on est allé travailler aussi avant de lancer notre entreprise, puis c'est un défaut d'une qualité parce que là, quand on a commencé notre projet d'entrepreneuriat, les deux, on avait cumulé à peu près une dizaine d'années d'expérience dans nos domaines respectifs. Puis souvent, les gens étaient comme « ça va », tu sais, puis on était comme « oui, on l'a déjà fait, tu sais, on sait ce qu'on fait, on est en contrôle, tu sais. » Si Myriam ne savait pas faire des chaussures quand on a commencé la compagnie, ça aurait été vraiment, vraiment problématique, dangereux, stressant, puis peut-être qu'on serait pas là encore, tu sais, on n'en serait pas là aujourd'hui probablement. Fait que, tu sais, d'aller chercher une expertise, d'aller travailler dans des grands joueurs, puis d'aller voir ce qui se fait dans les grands joueurs, puis de se dire, ben comment moi je peux faire les choses différemment, puis d'aller prendre cette expérience-là. Quand tu te lances en entreprise, ben beaucoup d'éléments à apprendre, mais au moins quand tu maîtrises une partie, tu sais, ça vient tempérer. Fait que, tu sais, je pense que c'est quand même un avantage, justement, de ce côté féminin-là, d'être dans la préparation, là. Et quand tu arrives dans l'entrepreneuriat, bien justement, tu es allé chercher ce bagage-là. Puis, tu sais, au départ, là, quand on allait beaucoup dans les événements, tu sais, de start-up, tout ça, tout le monde le sait, là, c'est beaucoup des hommes, mais aussi beaucoup des jeunes, tu sais. On était comme les deux madames, tu sais. À 30 ans. À 30 ans, tu sais. Mais je me sentais vraiment madame, puis j'étais comme... Moi, j'ai travaillé 10 ans là, puis là, j'étais comme, tu sais... Puis là, je me rendais compte, tu sais, qu'il y avait cette espèce de différence-là entre des hommes plus jeunes qui étaient comme, moi, il va, pendant que nous, on étudiait. Ils me parlaient de leurs problèmes, puis j'étais comme, mais je vais te les régler. Je peux tous te régler, tes problèmes, tu sais. C'est facile parce que, tu sais, c'est des problèmes que tu as vus sur le marché du travail, tu sais. Fait des fois, les gens sont comme, faut que je lance ma start-up en sortant de l'université, puis, tu sais, il faut que j'en profite. Mais nous, là, notre plus grand conseil en entrepreneuriat, c'est d'aller travailler sur le marché du travail, avoir des directeurs, des collègues qui t'apprennent des outils de travail. Mais c'est aussi que je pense que notre projet était rentable plus rapidement. Tu sais, des fois, il y a du monde que je connais qui ont parti leurs entreprises après l'université, puis que, tu sais, c'est dans le fond, ce qu'ils ont, c'est comme un expensive hobby, là. C'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais tu sais, ils ont quand même, sont heureux là-dedans, tu sais, ils font un petit peu d'argent, mais comme... Puis c'est souvent ça, tu sais, les gars de 20 ans qui sortent de l'université sont là, OK, on peut être en coloc à 8 personnes, puis payer, tu sais, manger des pâtes tous les jours. On voit très bien le je sais pas si tu comprends, ils peuvent faire ça, puis ils sont comme, j'ai pas d'enfants, j'ai pas besoin de payer d'hypothèque, fait que c'est bon. Sauf que quand t'as une hypothèque, puis t'as des choses à payer, les banques sont comme, cool, parce que si jamais ça marche pas, je vais aller te saisir ta maison. C'est ton duplex à Rosemont. C'est un petit peu triste et stressant quand tu le dis comme ça, mais c'est quand même la vérité. Au début, quand tu commences, c'est ça. Mais c'est vraiment complexe, le financement, quand tu viens pas de ce milieu-là. Tu sais, comme on avait... Nous, on n'avait pas de background en gestion, justement. Puis récemment, j'ai comme remarqué que, justement, on a réussi à naviguer dans le domaine parce qu'il y avait des femmes dans différents bailleurs de fonds, différents domaines financiers qui ont juste cru au projet, puis qui nous ont comme pris, puis ils étaient comme « OK, les filles, on va le faire », tu sais. Ils ont compris notre projet, puis ils nous ont embarqués. Puis, tu sais, quand on regarde en arrière, les personnes les plus importantes, là, qui sont vraiment venues, tu sais, nous faire aider, bien, il y a beaucoup de femmes, tu sais, seniors, dans le milieu financier, qui ont dit comme... qui ont vu le projet, qui ont cru, puis qui ont vu qu'on comprenait rien dans le financement, tu sais. C'est drôle parce qu'Andréane Marquis, elle disait exactement la même chose, qu'elle a pitché à plein de banques, puis la seule banque qui avait accepté, c'était une banque qu'elle avait pitché à des femmes, puis toutes les autres, c'était des hommes, puis elle avait refusé. Puis là, c'est drôle d'entendre la même chose encore, fait que ça doit tellement se répéter souvent. Ça, c'est au début, puis là, tu vois, maintenant qu'on a réussi à comprendre, cet enjeu-là a diminué. Tu sais, c'est vraiment juste dans le coaching de départ, parce que, peut-être aussi parce qu'on a des projets de commerce de détail qui sont destinés aux femmes. Puis ça, c'est à expliquer à quelqu'un qui est pas ta clientèle cible. Puis au début, tu sais, c'est difficile, là, tu sais, d'expliquer ton projet. Fait que je pense qu'il y a ce côté-là, tu sais, on a des projets avec une cliente femme. Donc, c'est notre cliente qui est devant nous. Fait qu'elle comprend le besoin, ça la touche personnellement. Puis là, tu vois, maintenant qu'on a compris, puis qu'on est capable de mieux vulgariser nos besoins, où on va, notre entreprise... Et cet enjeu-là a diminué un peu, parce qu'on sait par quel chemin expliquer notre projet. Mais tu sais, au départ... Puis vous avez aussi une preuve que, tu sais, ça fonctionne, là. Vous avez plus de choses à démontrer qu'au début, quand c'était... Fait que aujourd'hui, cet enjeu-là est moins là. Tu sais, je pense que c'est vraiment au début, là.
J'expliquais à mon banquier qui est un homme, puis là, je disais, là, on signe un deal avec Madewell, ça va sortir jeudi, là. On va être sur le site de Madewell, qui est une immense compagnie aux États-Unis qui appartient à G-Crew, puis qui a comme des millions de followers, ça. Fait qu'on va être sur leur site. Fait que là, j'essaie d'annoncer cette nouvelle-là à mon banquier, puis je suis comme, tu sais, ça va être sur le site de Madewell, puis il est comme, ouais. Tu sais, pour n'importe qui est en mode, c'est huge, là. Mais mon banquier, lui, il est comme, c'est quoi? Toujours d'être capable de vulgariser ton projet à quelqu'un qui, tu sais, qui à la base veut pas vraiment te prêter de l'argent, tu sais. Mais ça, je trouve que justement, ça me fait penser comme le fait de travailler avant. Moi, je le réalise vraiment, tu sais, c'est pas les mêmes apprentissages que tu fais à l'école. Puis au début, on dirait que tu le sais pas vraiment. Moi, je me dis, je sais pas si... Oui, je vais apprendre, mais à quel point? Puis là, je le vois, je suis comme, mon Dieu, c'est tellement des compétences différentes. Puis j'ai l'impression que des fois, justement, les gens ont comme une urgence de... Tu sais, ils veulent être entrepreneurs, puis tu sais, c'est sûr, c'est le fun. Puis surtout, nous, à HEC, ils mettent beaucoup ça de l'avant, tu sais, ils encouragent beaucoup ça. Fait que j'ai l'impression que des fois, il y a comme une urgence, mais c'est plus un projet à longue haleine, dans le sens que ça dure quasiment toute une vie, parce que les apprentissages que tu fais au début, ben, ils vont être utiles là, quand tu te pars en affaires. Là. C'est ça, parce que si Vraiment. tu pars tout de suite après la HEC, puis que toi, tu travailles 5 ans, tu pars 5 ans plus tard, c'est très possible qu'après 1 an, tu sois à la même place que le gars qui est parti tout de suite après HEC. Parce que t'sais. les apprentissages que tu fais sur le tas, tu le fais dans le marché du travail, tu sais. Fait que c'est ça, il n'y a pas de... Tu sais, puis c'est ça, il n'y a pas de course, là. Je Ouais, pense il y a qu'il pas faut de pas date se limite, mettre là. il faut pas se mettre de pression de comme... je sais pas, je vais avoir fait mon premier million à 30 ans, puis mon entreprise va faire tant, tu sais. Je pense qu'il faut pas se mettre ça en lien avec un âge, parce que là, c'est sûr que c'est bien trop stressant pour toi-même. Fait que nous, on n'a pas vraiment ces objectifs-là. T'sais, moi, je savais que je voulais partir une entreprise de chaussures éventuellement, puis je me suis dit, je vais travailler, puis à un moment donné, je vais voir... Il va y avoir un timing qui va faire que ça va être le bon moment. Puis des fois, je repense à ce que je faisais comme design en sortant de l'école, puis je me dis... Tu sais, avoir démarré une entreprise à ce moment-là, ça aurait été un désastre. C'est parce que je savais rien, dans le fond. Parce que moi, j'ai appris qu'est-ce qui se vend comme chaussure, qu'est-ce qui se vend pas, puis des couleurs qui vont jamais bien. Sauf que si tu le sais pas, tu fais toutes ces erreurs-là, puis ça te coûte vraiment cher de ton propre argent. Genre, Donc, quelle couleur? Je suis curieuse. tu sais, à l'époque, ils disaient genre « green shoes don't sell », mais maintenant, c'est pas vrai, ça vend super bien. Fait qu'il faut quand même les que... chaussures vertes, là. Mais tu sais, nous, en faisant des petites quantités, on peut faire des tests risqués parce qu'on a des petites quantités, puis le pire qui arrive, c'est que ça nous prend comme 1 an les vendre. Mais nos quantités sont pas assez élevées pour qu'il y ait un vrai impact environnemental, puis sur la compagnie financière, tandis que dans les grandes entreprises, tu n'as pas les moyens de te tromper. Tu vas faire des choix plus plein de choses, sécuritaires. Tu sais, plus tu as des grandes quantités, plus tu es dans la sécurité, puis tu vas prendre noir, brun, brun foncé, brun pâle, noir, charbon. Fait que c'est ça, mais quand tu es plus petit, ben, tu peux prendre des risques. Fait que c'est ça, mais j'ai appris plein d'affaires. Et est-ce que ça vous permet, justement, on a vu que vous avez certaines pointures qui sont très inclusives, qui vont de tout petit à très grand. Le fait d'avoir des petites quantités, comment vous gérez ça? Ben, c'est plus... Le défi, c'était de trouver l'usine qui avait les moules ouverts. Sinon, ça coûte 1 000 $ par moule. Puis après ça, sinon, ça va augmenter le prix de toutes les autres chaussures de 30 $. Là, des fois, tu te dis... Okay. Est-ce que je peux me le permettre? Puis en plus, on est une petite entreprise. Fait que quand tu es une grande entreprise puis tu fais, je sais pas moi, 20 000 paires, si tu ajoutais, je dis n'importe quoi, mais 20 paires de 16 un peu irréguliers, puis que tu spreads le coût sur tes 20 000 paires, tu le verras pas vraiment. Mais moi, si j'ai 100 paires, ça va vraiment augmenter le coût de ma production. Fait que c'est pour ça qu'on le fait pas. Fait que souvent, les gens, vu qu'on est une petite compagnie, ils se disent « Mais là, pourquoi vous êtes pas plus inclusif dans les 16? » Mais on a moins de pouvoir de l'aide qu'une grande entreprise. Fait que c'est vraiment un point de vue technique. Fait que souvent, nous, ce qu'on fait pour offrir la meilleure qualité au meilleur prix, c'est qu'on utilise des moules qui sont déjà ouverts. Ça veut dire qu'il y a déjà d'autres gens qui ont fait des productions sur les mêmes moules. On les reprend, puis on change le design du haut, puis on peut mettre des nouveaux talons, des nouvelles formes. Fait que c'est pour ça que des fois, on n'a pas le contrôle sur certaines pointures. Fait qu'il y a des usines qui disons, il y a un modèle qu'on aime vraiment, mais il va juste l'offrir de 36 à 41. Mais de l'autre côté, on est aussi toujours à la recherche des manufactures qui le font. Puis là, tu sais, justement, on est capable de le faire jusqu'à 45, de 34 à 45 parce qu'on en a trouvé une. Puis là, mais c'est un peu, tu sais, l'offre et la demande. On l'a sorti, puis
on n'est pas encore certain des résultats, mais on est encore petit, fait qu'il faut se faire connaître. Fait qu'on est vraiment toujours dans le test, puis tu sais, c'est une de nos forces, c'est qu'on teste des choses, puis on regarde si ça marche. Fait que ça nous permet, tu sais, de pas être juste dans le traditionnel, là, d'innover, puis d'essayer des choses, des couleurs, puis de sortir un petit peu, puis de s'amuser en étant petit, puis en étant dans des petites quantités. Moi, je vais parler aussi du design. Ben là, c'est peut-être plus à toi que ça s'adresse, mais comment tu fais, mettons, pour décider que là, j'ai vu que vous avez sorti des prints vraiment funky, un peu d'animaux, là. Fait que comment, mettons, tu prévois ça, puis tu te dis, OK, ouais, ça, je vais le faire. Dans le fond, c'est quoi ton processus créatif de design? Oui, bien, en fait, vu qu'on est une entreprise, tu sais, avant, je faisais des centaines de designs par saison, là. Tu sais, j'en ai fait des designs de chaussures. Fait que pour mon entreprise, j'avais comme tellement dessiné de chaussures dans ma vie, là. Tu sais, je peux en designer comme 800 dans une année, là. Oh, c'est mon beaucoup, Dieu! là. Fait que, tu sais, j'en ai tellement fait que pour mon entreprise, j'étais là, OK, tu sais, parce que je designais tout ça, puis moi, je portais la même botte noire à talons comme tous les jours. Tu sais, j'avais une paire de bottes, puis je portais toujours la même. Tu sais, à un moment donné, j'ai réalisé que t'as toujours comme un soulier, tu sais, surtout en hiver, mais ça va être une botte d'hiver que tu portes toujours à tous les jours, ou sinon ça va être un talon haut que tu portes toujours parce que c'est ton préféré puis il est confortable. Fait que j'ai réalisé que tout le monde, dans le fond, portait toujours les mêmes 2-3 paires de souliers, mais qui servaient des choses différentes, tu sais, des utilités différentes. Fait que nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on est là, OK, c'est quoi cette saison-ci, c'est quoi le soulier qu'on veut absolument avoir, puis que il n'est pas disponible nulle part. Tu sais, c'est une catégorie. Fait que là, tu sais, c'est souvent ça, c'est qu'on est là, c'est quoi l'item qu'on veut absolument avoir, mais qu'on n'est pas capable de trouver à un prix raisonnable pour la qualité. Souvent, il va y avoir des insights aussi des clients. Fait qu'on on se base sur un peu ce que les clients nous disent. Puis aussi, on fait souvent sur Instagram des... tu sais, quand on n'est pas certain si on va à gauche ou à droite, souvent, on va montrer les photos à nos clients sur Instagram parce que vu que notre production se fait en 2-3 mois, nos compétiteurs n'ont pas le temps de regarder notre sketch puis nous copier puis de l'avoir. On n'a pas peur de se faire copier, fait qu'on peut faire un peu de la co-création avec les gens. On avait aussi une question par rapport au fast fashion. Il y a vraiment un essor maintenant de la chaussure, même justement dans des grands joueurs comme Zara, H&M. Avant, il y avait un petit peu moins, puis là, ça devient de plus en plus important. Est-ce que vous sentez que ça a un impact? Bien, moi, je pense qu'on n'a juste pas les mêmes clients. Tu sais, souvent, dans le fast fashion, tu vas avoir les clients plus jeunes qui veulent avoir les tendances du moment, ou le client que pour lui, c'est pas vraiment quelque chose d'important de dépenser dans une paire de chaussures. Lui, il voit pas vraiment d'intérêt. Tandis que nous, on va avoir une cliente qui, des fois, qui est passée par le fast fashion puis qui est tannée d'avoir mal aux pieds. Fait qu'elle se dit, ben garde la place d'en acheter 3 paires. Je vais en acheter une paire que j'aime vraiment. Pour moi, c'est juste pas la même cliente ou c'est une cliente qui est rendue ailleurs. Moi, je trouve qu'on regroupe les rescapés du fast fashion. Il n'y avait pas d'option avant. C'était comme un ou l'autre. Puis nous, on arrive dans le milieu. Puis en plus de ça, ben, on amène certaines valeurs qui, je crois, parlent à beaucoup de gens, de juste faire les choses bien, tu sais, dans tous les sens du terme. Puis tu sais, on a beaucoup d'employés aussi qui venaient du milieu du fast fashion puis étaient tannés de la vente à pression, de les objectifs vraiment intenses. Aussi les produits qui rentrent constamment, puis les produits qui sortent constamment. Tu sais, tu le vois, là, quand tu travailles dans un magasin, tu as des réceptions, puis tu sais, ça arrive, puis ça ressort, puis ça va en sol. Puis tu sais, tu le vois, là, comment c'est effréné comme rythme. Là, Fait qu'on a beaucoup d'employés que c'est comme s'ils n'en pouvaient plus de ça, puis ils n'en pouvaient plus c'est ça, de la pression, de la vente à commission. Ils se disaient de l'ambiance toxique aussi, parce que c'est sûr que si tu as des commissions, ça peut créer des frictions. Puis on a aussi une cliente qui est plus âgée, qu'elle, elle a juste plus de patience, là. Elle veut plus des souliers qui font mal aux pieds, elle veut être confortable toute la journée, elle a un bon budget parce qu'elle est rendue ailleurs dans sa carrière, puis elle a du goût. Puis il n'y a aucune compagnie qui lui parle aussi. Passé, je dirais, 40 ans, là, c'est rare que tu aies des compagnies qui s'adressent à toi. Puis on essaie de leur parler.
On a parlé beaucoup de la compagnie, là, mais on voulait aborder rapidement là, peut-être votre relation entre sœurs parce qu'on a interviewé les filles de Maison Lavande, puis c'est 2 sœurs aussi, puis ils nous parlaient de leur dynamique, fait qu'on voulait aussi peut-être voir, vous, comment ça se passe. Ben, on n'a pas une dynamique super... tu sais, on n'est pas conflictuel en partant, là. Ben, je pense que tout part du fait qu'on est complémentaires, donc jamais en compétition dans nos champs d'expertise respectifs. Et l'autre chose, c'est qu'on a toujours eu Myriam a toujours eu du leadership naturel. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été en conseil, tu sais. A ou B, A ou B, A c'est ça, B c'est ça. Mais je suis pas capable de prendre la décision. Puis elle prend la décision en 5 secondes, elle a envoyé le courriel, puis moi, je suis encore sous le choc, tu sais. Fait que c'est là où on est vraiment dans le côté complémentaire, mais en même temps, ce qu'on a réalisé, c'est qu'on a les mêmes valeurs de travail, tu sais, la même éthique de travail. Ça, c'est la chose qui est la plus importante, parce que tu sais, dès que tu as un collègue de travail ou un dirigeant qui n'est pas dans la même vision que toi, dans c'est quoi le travail, puis comment on l'accomplit, c'est là qu'il y a des irritants. Dans le fond, on avait chacun nos carrières respectives, puis dans le fond, ce qu'on a réalisé, c'est qu'on travaillait pareil, chacun de notre côté, dans les entreprises dans lesquelles on travaillait, puis là, quand on est arrivés ensemble, on s'est rendu compte qu'on était pareil, tu sais, mais on le savait pas. Moi, je pense pas que j'aurais été capable de faire l'entreprise toute seule, parce qu'il y a tellement de décisions importantes à prendre. Puis, tu sais, des décisions, des fois, stressantes. Des fois, une va être stressée, l'autre va être comme, ben non, c'est facile. Puis des fois, l'autre va compenser. Ça reste... Mais aussi, tu sais, c'est de pouvoir en parler à quelqu'un sans filtre, que tu sais que la personne va pas remettre ça contre toi plus tard. Tu sais, tandis que nous, toutes les informations confidentielles, c'est comme... tu le sais que c'est en bonne main puis que ça va pas sortir, tu sais. Puis aussi, des fois, j'ai des clients qui disent « J'espère tellement que mes filles, tu sais, ou mes enfants vont être comme vous. » Puis je leur dis toujours, tu sais, on n'était pas tant proches enfants, tu sais. Des fois, les gens s'imaginent qu'on était full fusionnel enfants, là, mais non. Mais tu sais, on a 2 ans et demi de différence. Fait que c'est sûr qu'à l'école, on était quand même dans des groupes séparés. Fait que moi, d'avoir toutes les mêmes amies que ma sœur... Je trouve qu'il y a quelque chose de malsain. Moi et ma soeur, on était comme chacun dans notre chemin, tu sais, puis on avançait, puis on se retrouvait à l'âge adulte un peu, tu sais. Fait que c'est pas... des fois, les gens, vu qu'on prend des photos collées là, sur nos publicités, mais on avait chacun notre vie, puis on s'est plus retrouvés à l'âge adulte dans ce projet entrepreneurial-là, tu sais. Ben ça conclut bien l'entrevue, donc ouais, merci pour votre... Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Femmes en affaires et on se retrouve le mois prochain. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Ce podcast est produit par À la 3 Média.